Toute une marée humaine dans les rues de Cotonou dans la mi-journée de ce lundi 5 avril 2021 pour magnifier le duo Talon Talata, candidat à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. La mobilisation a été sonnée par les opérateurs économiques du Bénin qui disent n'avoir Dieu que pour le président candidat et sa colistière. Un seul duo qui a su positionner la femme à la deuxième place du pays, le duo Talon Talata. Le candidat, notre candidat, Patrice Talon, a dit ça y est le développement. Et comme vous le savez, il n'y a pas de développement sans vous, chers opérateurs économiques. Parce que c'est vous qui devez créer l'emploi. Nous votons pour ce duo, pour la compétitivité de nos produits, pour la compétitivité de nos entreprises. C'est pourquoi le 11 avril prochain, un seul choix s'impose, le duo Talon Talata. Bravant le chaud soleil de midi et sa chaleur caniculaire, les caravaniers ont sillonné les principales artères de la capitale économique du Bénin avant d'échouer sur l'esplanade du stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou. En 5 ans, ont-ils affirmé devant leurs compagnons du jour, l'homme du nouveau départ a opéré des réformes qui ont impacté leurs affaires. Et chacun a étayé son argumentaire avec des exemples dans son secteur d'activité. Le cas du secteur des transports. Avec l'arrivée du président Talon, vous pouvez quitter de Cotonou jusqu'à Malanville sans être dérangé par la police. Et mieux encore, nous sommes accompagnés par la police républicaine qui a été une idée géniale du président Patrice Talon. Ceux qui officient dans le monde agricole aussi n'ont pas caché leur satisfaction vis-à-vis des réformes de Patrice Talon. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de matières premières pour l'exportation. Et sur ce, je voudrais inviter les collègues, les amis opérateurs, les acteurs de venir massivement voter le 11 avril 2021 le duo Talon Talata pour un chaos retentissant. Le mot d'ordre est ainsi lancé pour un bloc du monde des affaires derrière la candidature du chef de l'État. Et ses opérateurs économiques n'entendent pas s'arrêter à cette caravane. Ils ont brandi un agenda qui prévoit une campagne de proximité pour permettre à leurs candidats de faire un raz-de-marée au soir du 11 avril prochain. C'est une rencontre de la jeunesse qui répond à un double enjeu, à savoir un fort taux de participation à l'élection présidentielle du 11 avril prochain et la préservation d'un climat de paix. L'initiative est de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR qui œuvre pour défier et défaire les comportements susceptibles de troubler la quiétude des populations. Ces assises de Basila pour le compte de la Donga viennent une fois encore conforter la position de ces jeunes apôtres de la paix. Le climat actuel ne permet plus de s'adonner à des querelles inutiles. Nous devons chacun agir afin de redresser notre pays et le rendre encore plus fort afin de pouvoir faire face aux nouveaux enjeux qui s'annoncent et construire notre avenir. L'OJBR prône donc la non-violence. Elle s'active inlassablement pour instaurer un climat apaisé, clé d'un développement harmonieux et durable. C'est très important en ce moment que nous cultivions la paix, parce que c'est dans la paix que tout ira mieux pour nous. Vous tous qui désirez le paradis, à partir de ce soir, je nous invite, chers camarades jeunes, à la culture de la paix, à la culture de l'amour, quelles que soient nos différences. Le maire de Basila se réjouit du choix porté sur sa commune pour abriter cette activité de sensibilisation sur les comportements à adopter pour favoriser la cohabitation pacifique. Nous avons enregistré par le passé dans la commune de Basila des mouvements qui n'ont pas permis le bon déroulement des élections dans un arrondissement. Nous voulons mériter cet honneur en véhiculant le message de la paix dans toutes les contrées de la commune de Basila. Engagé pour la cause de la jeunesse, l'honorable Nuhumbida va insister sur la nécessité pour chaque citoyen en âge de voter d'accomplir son devoir civique. Un devoir qui, selon lui,
est une recommandation divine. Notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mes chers parents, chers camarades jeunes, c'était le président des musulmans. C'était le président des musulmans, chers camarades. Allez voter, allez choisir un chef, c'est un acte recommandé par le Coran. Au-delà des messages de paix, les jeunes du département de la Donga ont de vive voix réaffirmé leur soutien total et indéfectible au duo Talon Talata. Sous un chaud soleil, à pied, à moto ou en véhicule, ils ont sillonné les hameaux, quartiers et villages de la commune avec un slogan. L'acte témoigne de la détermination des populations de Zakota à accorder leur suffrage au duo Talon Talata. Selon leur dit, ce choix est le seul judicieux pour assurer au Bénin sa transformation. Pour avoir fait ses preuves ces 5 dernières années, Patrice Talon, président sortant et candidat à sa propre succession, mérite un nouveau mandat afin de poursuivre l'œuvre de développement entamée. En termes d'infrastructure routière, en termes de l'énergie électrique, en termes même du social, ce que le président de la République a fait à travers sa reddition de compte, la population de Zakota a adhéré véritablement à ces grandes réalisations du chef de l'État. Je crois que pour ce que nous sommes en train de voir, pour cette fois-ci, le taux de participation ne serait pas loin de 100%. Resté longtemps enclavé, Zakota, grâce au programme d'action du gouvernement, est aujourd'hui accessible. La construction de la route Kogede-Zakota est l'une des nombreuses prouesses réalisées par le régime du nouveau départ dans cette commune. À ceci s'ajoutent les microcrédits aux femmes, l'accès à l'eau potable à travers le projet d'amélioration du système d'alimentation en eau, l'électricité et j'en passe. Cette caravane, selon les organisateurs, vise à inciter les populations à opérer le bon choix. Contrairement à ce que nous avons pensé, à savoir que les populations auraient déjà oublié, à travers la reddition du compte du chef de l'État, un certain nombre de réalisations, quand nous passons encore à titre de rappel ces réalisations, ce sont ces populations-là qui nous rappellent à leur tour que pour ce que le président Patrice Talon a réalisé dans notre pays de 2016 à 2021, que ces réalisations sont inédites. Que nous n'avons jamais vu ces réalisations-là jusqu'à l'avènement du président Patrice Talon. En plus d'œuvrer à la réélection du président Talon, qui veut se faire seconder de sa colistière les 5 années à venir dans la gestion du pays, un autre défi a été lancé aux citoyens de Zakota, celui de convaincre hommes et femmes en âge de voter à sortir massivement le 11 avril pour aller accomplir le devoir civique. La délégation parcourt depuis des jours les quartiers, villages et autres hameaux de la commune. L'opération pour ratisser large au profit du duo Talon Talata s'est accentuée ce lundi. La coordination communale de campagne est descendue dans plusieurs arrondissements avec le même mot d'ordre. Nous sommes descendus sur le terrain pour quand même leur dire que l'enjeu, c'est de sortir massivement pour encourager les chefs de l'État à continuer à nous aider et pour que notre communauté soit satisfaite. Le défi qui nous a relevé, c'est qu'il faut que les gens sortent massivement. Et nous y travaillons. Les populations vont sortir massivement pour aller choisir le président Patrice Talon. Sans peur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de peur chez nous ici. À Kpasagon, à Vogbana, Ndjazou et Lissezou, l'équipe de campagne s'est entretenue avec les populations. À chaque étape de la randonnée, l'accueil a été chaleureux. Dans la liesse, Rufino d'Almeida et sa suite ont passé leur message avant de les inviter à sortir massivement pour aller accomplir le 11 avril leur devoir civique. Les organisateurs ont rappelé aux citoyens rencontrés les acquis de la ville Carrefour dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Selon eux, Boycon a suffisamment bénéficié de l'exécutif pour accepter que la dynamique soit rompue. Il est important d'accorder au président Talon la chance de briguer un second mandat. Talon a bien travaillé. Il a travaillé pour tout Boycon. Il a travaillé d'abord pour tout le Bénin. Nous l'avons choisi comme candidat et toute la population est derrière nous. Le projet de société de Talon Talata est le meilleur de tous les projets de société que nous avons connus de par le passé et maintenant. Un projet de société ambitieux qui règle des problèmes endogènes. Je me dois de garder la pression
jusqu'à ce que la population aille voter dimanche prochain. Donc je ne considère pas du tout comme acquis, mais de se lever comme un seul homme, femme, jeunes en âge de voter, pour aller choisir, porter leur suffrage sur le duo Talon-Talata le dimanche prochain. Jusqu'à la dernière minute de la campagne, le maire de Boïkon et les siens, au nom du parti du cheval gagnant, ont promis multiplier les actions pour persuader les citoyens de la ville Carrefour à rejoindre les rangs. L'objectif est d'assurer au duo Talon-Talata la victoire dès le premier tour du scrutin. Avant la randonnée de ce lundi, la coordination communale de campagne du parti du Bloc républicain a initié une caravane à travers la commune. Les caravaniers ont sillonné dimanche toutes les rues de la ville. Que retenir des 5 années de la gouvernance Talon dans le domaine agricole? La question est au cœur de cette séance de reddition de comptes tenue à Koulé-Kamé. La rencontre a réuni agriculteurs, techniciens, autorités politico-administratives, cadres natifs ou en exercice dans le département du Koufo. Sur les actions que vous avez menées à travers le PADMA à l'endroit des maraîchers qui sont ici présents. Ce que vous avez fait avec le PADAM, profit des producteurs agricoles et des productrices aussi. Dans la région, au dit de plusieurs cadres techniques, une avancée significative a été notée. La spécification des zones agricoles ainsi que les produits à développer, les réformes et investissements du gouvernement soutenus par les partenaires techniques et financiers ont permis d'accroître la production, le rendement, de même que les revenus des agriculteurs et organisations paysannes. La mise en œuvre méthodique du PAG a permis d'enregistrer de meilleures performances, dont 1. L'amélioration substantielle des niveaux de production des principales cultures. Le Bénin est le champion des pays d'Afrique pour la production cotonnière, avec plus de 700 000 tonnes l'an. Pour le ministre Gaston Dossoui, les résultats observés sont les bases du développement exponentiel du secteur agricole envisagé par le pouvoir Talon. Et pour les 5 années à venir, selon le projet de société du duo Talon-Talata, des stratégies, programmes et actions sont prévus pour permettre au Bénin de produire et d'exporter sur les marchés régionaux de même que ceux internationaux. En plus du coton, il y aura aussi la promotion des produits fruitiers, du céréal, des oléagineux et autres. Le pommier sauvage, si vous nous donnez de l'espace, on va faire 1000, 2000, 3000 hectares ici. Nous allons faire 20 000 hectares de bananes plantées. On va faire la banane avec irrigation. Nous avons commencé avec la mangue, ici à Koulé-Kamé. Nous allons planter pour le quinquennat à venir 15 000 hectares de mangue. Après Koulé-Kamé dans le Koufo, Gaston Dossoui et sa délégation se sont rendus à Tangandji à Abomey pour le même exercice. Ici également, avec les mêmes acteurs, on a revisité les acquis du quinquennat qui s'achève et abordé les perspectives. Le programme 2021-2026, c'est faisons tout pour que le paysan devienne un riche. Le projet de société 2021-2026 met à la disposition des producteurs organisés la possibilité d'avoir accès au crédit à la banque avec une garantie de l'État. Domaine pourvoyeur d'emplois, le secteur agricole contribue à plus de 35% au produit intérieur brut du pays. La vision de faire du Bénin une puissance agricole exige, selon le ministre, des conditions que le gouvernement a promis aider à remplir. La paix avant, pendant et après l'élection présidentielle du 11 avril prochain, principal challenge de cette prière musulmane initiée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises dans cette mosquée centrale de Natitengo. Accompagné pour la circonstance des élus communaux du bloc républicain de la ville, Modeste Kérékou a choisi ce vendredi saint pour solliciter les fidèles musulmans afin qu'ils intercèdent à travers leurs prières auprès d'Allah le tout miséricordieux pour une période électorale non violente au Bénin. En absence de l'imam central de la ville, c'est son adjoint qui va conduire la séance de prière. Que Dieu fasse que les élections qui sont en train de s'approcher, que Dieu fasse que ça vienne en paix. Que Dieu fasse que le jour du vote, tout se passe en paix, dans la tranquillité, dans toute l'étendue du territoire national. Que Dieu fasse que vous,
qui avez pitié de votre peuple, que Dieu ait pitié de vous aussi. Allahumma amin. À travers cette randonnée spirituelle, démarrée juste après la grande prière musulmane du vendredi, Modeste Kérékou entend aussi exhorter les populations à cultiver les valeurs cardinales qui promeuvent la paix. Sa démarche s'inscrit en droite ligne des appels et initiatives pour la sauvegarde de l'unité nationale. Nous avons prié aux côtés des fidèles musulmans sous l'autorité de l'imam pour la paix dans notre pays, la paix sur tous les Béninois, la paix dans tous les foyers. Nous avons prié pour la paix sur notre président, le président Patrice Talon, qui sillonne depuis quelque temps l'ensemble du pays aussi, parce que c'est des risques. Donc la paix pour tous les Béninois et pour que, au jour du scrutin, tout se passe bien. Nous savons combien la communauté musulmane prie chaque jour pour la paix et combien cette communauté œuvre pour la paix dans notre ville. Nous souhaitons que le 11 avril, qu'il ait cette paix et que cette paix s'étende sur le reste des populations de notre pays. Après cette prière musulmane, l'initiateur entend solliciter d'autres entités religieuses de la place afin qu'elles prient pour une élection présidentielle apaisée et pour le père de la nation. Il a été installé au total. Le Conseil départemental de concertation et de coordination CDCC du Koufo est en session extraordinaire. Au menu, le bilan de la campagne agricole 2020-2021 ainsi que les objectifs et les perspectives de la campagne agricole à venir. Durant les travaux, il sera également question de la mise en place de stratégies de suivi et de coordination des actions de développement agricole en vue de l'atteinte effective des objectifs. Je saisis cette opportunité pour dire que nous félicitons le préfet parce qu'il a pris cette initiative. C'est vrai qu'elle se tient régulièrement, les sessions de CDCC, et nous comptons beaucoup sur les échanges qui se déroulent au sein de ces concertations pour réussir la mise en œuvre des actions du secteur agricole. Dans l'organisation de cette session, la préfecture du Koufo a bénéficié de l'appui technique et financier du projet d'appui au renforcement des institutions dans le secteur agricole au Bénin, à Rizabé. Un projet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, mis en œuvre dans le cadre de l'appui complémentaire du programme d'appui au développement durable du secteur agricole. Je rassure le projet Ariza, je rassure le CNOS de ma disponibilité et de celle de messieurs les maires, des agents au maire, des autres membres du CDCC, à accompagner toutes les initiatives de promotion des filières agricoles dans nos communes. Enfin, mesdames et messieurs, j'exhorte tous les participants à être tout oreille pour suivre ce qui va se passer. Cette rencontre de concertation qui s'ouvre ainsi doit permettre aux différents acteurs du secteur agricole du Koufo de recenser les insuffisances notées durant la campagne agricole dernière et les corriger avant l'ouverture de la prochaine campagne. Les mairies ont un rôle central à jouer par rapport à cet objectif parce que ce sont elles qui sont en première ligne au travers des organisations paysannes agricoles professionnelles qui se retrouvent éparpillées sur leur territoire communal. Dans la nouvelle politique agricole au Bénin, le département du Koufo, à travers ses 6 communes, forme avec le ZOU un pôle de développement agricole.
Hermione Nkonou, étudiante en première année de journalisme à ESAE Bénin, âgée de 18 ans. Elles étaient 16 au départ, mais à l'arrivée, il n'y avait plus qu'elle. Hermione Nkonou, étudiante en journalisme, c'est elle qui s'arroge le Graal, cette fois-ci, au terme d'une soirée événement riche en couleurs. Hermione Nkonou, sacrée Miss Estudiantine pour le compte de cette année, la 14e édition de ce concours, qui se veut celui de la célébration de la beauté estudiantine, livrait ainsi son verdict. Je ne saurais quoi dire. Je vais juste remercier d'abord ESAE de m'avoir permis de participer à ce concours. Remercier le promoteur, M. Alagbechoué. Et tout, il nous a supportés jusqu'à la fin. Et pour finir, je remercie ma mère pour tout. Même aujourd'hui, j'ai failli ne pas venir à ce concours parce que j'avais peur. Mais là, je suis sans voix. Merci. La Miss reçoit sa couronne et peut en être émue. Elle en a été jugée digne par un jury de professionnels à la suite d'une série d'épreuves mettant en avant aussi bien l'allure et l'apparence que le charisme et la culture. Chacune des candidates ayant dû, en plus des épreuves classiques des concours de beauté, développer un thème. Ce n'est pas que seulement la beauté physique, ni les marches, ni la danse qui comptent, mais à Miss Estudiantine Bénin, c'est la beauté intellectuelle. Et c'est pour cette raison que nous avons retenu pour thème ce soir, pour cette 14e édition, mutation politique au Bénin, rôle et responsabilité de la jeune étudiante. Et c'est ça que les 8 qui seront dégagés ici ce soir vont passer chacune d'entre elles ici sur le podium pour pouvoir faire le développement de ce thème. Pour cette année encore, et comme il est de coutume, la Miss et les 2 dauphines recevront chacune une moto et une bourse d'études couvrant l'ensemble de leur cursus académique. Chacune des participantes recevra un lot de consolation. La remise des prix est prévue pour le 17 avril prochain à Porto Novo, en présence du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou, parrain de cette édition. Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et nous. Cette semaine, nous sommes encore en dehors des cieux de la VOA, comme vous pouvez le constater, pour répondre à la distanciation sociale. Dans cette émission, nous irons au Burkina Faso à la rencontre d'un festival de poésie. Créé en 1946, le vinyle devient un succès dès les années 60 grâce aux nombreuses perles musicales du rock et de la pop. Sans oublier le disco, on verra dans cette édition de Vous et nous comment un Camerounais a transformé son petit magasin en musée de 33 tours et de 45 tours. Et nous irons également au Zimbabwe où les musiciens ont du mal à gagner leur vie.
Au rendez-vous aujourd'hui, un invité de la diaspora congolaise. La question hashtag vous et nous de cette semaine est English Time avec Michel Joseph dans Anglais Express. Mais d'abord, je vous amène au pays des hommes intègres. Oui, c'est comme ça qu'on appelle le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, un pays que j'ai eu à visiter et que j'adore beaucoup. Au Burkina Faso, c'est une initiative qui veut promouvoir les traditions africaines à travers les contes. C'est l'objectif des grandes nuits de contes qui se sont tenues la semaine dernière à Ouagadougou. Une édition qui, malgré le contexte sanitaire marqué par le coronavirus, a pu réunir des artistes, conteurs, slameurs, musiciens venus de pays de la sous-région, le Togo, le Bénin, le Sénégal, le Burkina Faso et bien d'autres. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. Les grandes nuits du conte se sont déroulées ici dans la cour du Larlé Naba, un des ministres du Moro Naba, l'empereur des Mossé. Le lieu est symbolique. Ici, le Larlé Naba Abga, grand-père de l'actuel Larlé Naba, contait des histoires, expliquait certaines traditions africaines. Slameurs, conteurs, musiciens sont tous sur scène. Il est question de transmission de savoir et de tradition aux plus jeunes. Son Excellence nous a fait l'honneur de nous introduire dans cette cour prestigieuse. Lorsque la langue qui parle n'est pas fatiguée, quelle est pitié des oreilles qui écoutent. Mon histoire, je ne l'ai pas apprise par un toubab, car eux, tout savent. Non plus par n'importe quelle vieille barbe, mais par le plus vieux sage, sous l'arbre à palabre. Mon histoire ne m'a pas été contée la nuit à l'heure d'une lampe électronique ou d'une bougie, mais au clair de la lune. Ici est joué pour la première fois le spectacle Soupim, un spectacle sorti de l'atelier de la Forge, une sorte d'école de création de sens, un espace métaphorique de création artistique sur l'univers et les traditions de la Forge, du conteur KPG, promoteur des grandes nuits du conte. Personne ne viendra valoriser notre patrimoine. Il n'y a que nous qui pourrons valoriser notre patrimoine. Les autres valorisent leur patrimoine. L'idée du spectacle, l'objectif du spectacle, c'est parler de cette interdépendance, de cette complémentarité qui existe à travers l'élément, l'outil produit, le plus petit outil de la forge pour exprimer notre pensée, notre philosophie. Il est important que les plus jeunes connaissent les traditions africaines. Nous devrions nous organiser. Nous devons laisser tomber nos égos, unir. En tant que représentant du Moro Naba, en tant que ministre du Moro Naba, garder les traditions, il ne peut qu'être fier. Je souhaite vraiment vous dire que l'école traditionnelle, qu'est les contes, est nécessaire à l'école primaire et dans leur cursus scolaire. Les grandes nuits du conte s'est tenues pour la 3e fois. Pour cette édition, des participants venus du Mali, du Togo, du Bénin, de la Guinée, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, pour ne citer que ces pays, étaient de la partie. La 4e édition se tient en 2022, donc l'année prochaine. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Merci à ces nombreux artistes qui ont quand même effectué le déplacement pour permettre à la poésie et au conte de demeurer et surtout de divertir dans le respect des consignes de sécurité liées à cette période de pandémie, bien évidemment. On change de direction à présent et on va au Cameroun où un mélomane a pu réunir plus de 5000 vinyles. Rendez-vous compte de l'exploit. Voyez donc ce reportage qui est très intéressant, qui est de Modwin Edwin Kinzeka et qui est donc un reportage d'Anne Zonkwe à Yaoundé avec le récit de Lionel Gaïma. Paul Chana a commencé à vendre des disques vinyles au Cameroun au début des années 80 dans une petite boutique de seulement 6 mètres carrés. Lorsque les disques compacts CD ont fait leur apparition, il s'est trouvé avec un stock croissant de disques invendus. Mais au lieu de passer au CD, il a acheté encore plus de disques dans d'autres magasins qui ont fait faillite et a commencé à vendre à des collectionneurs étrangers. J'ai mes clients de vinyle, que ce soit au Cameroun, que ce soit hors du pays. 95% même, c'est hors du pays. Ceux qui sont en Europe,
Souvent, à partir d'Europe, on commande des vinyles. Soit ils ont les frères qui vont au Cameroun. Bien que la superficie de la petite boutique de Tchana soit toujours la même, sa collection a augmenté à plus de 5000 disques stockés principalement à la maison. Mais la boutique est devenue une sorte de musée du vinyle. Ça fait très plaisir de constater que les disquaires ont conservé les vinyles là pour longtemps. Parce que les enfants d'aujourd'hui, ceux qui viennent de naître, ne connaissent pas ça. Si on ne leur dit pas qu'il y avait des trucs comme ça avant, ils ne peuvent pas savoir. Paul Tchana dit que les jeunes confondent souvent sa boutique avec une librairie. Qu'est-ce qu'on appelle livre? C'est ce vinyle-ci, parce qu'ils n'ont jamais vu. Ils croient que ça, c'est le livre. Je dis non, mon fils, ça, ce n'est pas le livre, ça, c'est un vinyle. Ils sont surpris, ils n'ont jamais vu ça. Le Musée national du Cameroun, qui dépend du ministère des Arts et de la Culture, applaudit des collections comme celle de Tchana. Se rapprocher du ministère des Arts et de la Culture, où il y a des services spécialisés qui peuvent l'aider. Il y a un, à inventorier, deux, numériser, documenter, et même l'ouvrir à la diffusion, à la jeune génération puisse en profiter. Si le vinyle n'était pas aussi populaire qu'auparavant, il occupe toujours une place particulière dans le cœur des anciens vendeurs de disques et amateurs de musique du Cameroun. Les collectionneurs comme Tchana se souviennent avec tendresse de la technologie musicale d'un temps révolu. Écoutez Kia, il avait raison de n'avoir pas abandonné son business car longtemps délaissé par les mélomanes au profit des CD, mini-disques MP3. Le vinyle a fait son retour 28 ans plus tard. Aujourd'hui, les vieux vinyles se sont de nouveau installés dans les salons ou les chambres de mes filles par exemple à la maison. Et beaucoup tirent un malin plaisir en écoutant des musiques avec ce petit craquement de diamants qu'on entend encore dans le background. Et il coûte cher aujourd'hui. Vous pouvez demander à Wayne, mon ami Wayne, qui a beaucoup de CD, de vinyle chez lui à la maison. Je salue Wayne en passant. Écoutez, le rôle potentiel de membres de la diaspora dans la promotion du développement économique de leur pays d'origine est une priorité. Selon les estimations, la diaspora africaine aurait accumulé plus de 30 milliards de dollars d'épargne annuelle en dehors des pays d'origine. D'après le secrétaire général adjoint pour les affaires économiques et sociales de l'ONU, Wu Ungbo, cette tendance illustre l'importance croissante de la migration internationale qui est devenue partie intégrante de nos économies et de nos sociétés. Monsieur Ungbo pense qu'une migration bien gérée apporte des bienfaits importants aux pays d'origine de destination aussi et des destinations ainsi qu'aux immigrants ou aux migrants eux-mêmes. Mon invité dans cette édition de Vous et Nous, pour nous en parler un peu plus, c'est Enoch Yassa, originaire de la RDC, un homme qui a décidé de rentrer chez lui pour investir dans le tourisme. On retrouve Enoch tout de suite. Et voilà Enoch, comme j'étais en train de l'introduire, beaucoup de jeunes et beaucoup de gens d'ailleurs, de personnes dans la diaspora, de membres de cette diaspora africaine, se décident de rentrer dans leur pays d'origine, en Afrique pour la plupart, pour investir. Vous décidez de rentrer, investir dans le tourisme, Enoch. Pourquoi? Absolument, c'est d'abord le patriotisme qui est en nous. Et puis avec l'expérience qu'on a eue à travailler dans ce domaine pendant plusieurs années. Et pendant plus de 10 ans, on a travaillé dans ce domaine exactement ici aux États-Unis. Et en allant au pays, nous avons senti qu'il y a un besoin énorme et l'effort de tout le monde pour essayer de développer ce secteur du tourisme est criant. Donc on doit être là pour essayer d'apporter notre expertise, d'apporter notre soutien à l'effort pour essayer de développer le secteur touristique. Quelles sont, Enoch, les difficultés que vous rencontrez parce qu'il faut dire que vous avez passé presque toute votre jeunesse ici aux États-Unis et que vous décidez du coup de rentrer dans votre pays d'origine, jeune que vous êtes, investir dans ces secteurs-là. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez là-bas, si difficultés il y a? Il y a plusieurs difficultés dans les pays comme la République démocratique du Congo. D'abord,
En commençant avec le secteur touristique. D'abord, le Congolais n'a pas un peu ce qu'on appelle cette culture touristique. Parce que c'est ça la difficulté. On parle du tourisme aux Congolais, d'autres Congolais disent « Ah, ça c'est du loisir, c'est pas un domaine. » Même aux autorités, quelquefois, ce n'est pas un domaine qui va amener quelque chose d'intéressant. Non, ça pourra amener quelque chose d'intéressant. C'est 10% du PIB mondial. Très bien, Enoch. Merci en tout cas infiniment. Ma dernière question quand même, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, même dans notre question hashtag vous et nous de cette semaine. La question qu'on vous a tous posée sur les réseaux sociaux aussi, comment pensez-vous que la diaspora peut contribuer à l'avancement de votre pays? Avant de lire vos commentaires, je pose cette question-là à Enoch. Alors Enoch, vous qui avez aussi beaucoup d'amis ici de la diaspora, comment, je commence par vous avant de lire les commentaires de nos téléspectateurs, comment pensez-vous que la diaspora peut contribuer à l'avancement de votre pays, comme ce que vous êtes en train de faire? Le devoir civique nous impose à revenir dans notre pays, ce que nous apprenons dehors. Même si vous n'avez pas rentré pour s'établir, mais au moins apporter votre expertise dans les différents domaines que vous avez appris et essayer justement d'apporter un plus dans le développement de notre pays. Donc, voilà. Merci beaucoup en tout cas Enoch. Merci pour le temps. Alors nous allons lire vos commentaires. Vous êtes nombreux à avoir répondu à cette question. On commence avec Jean-Paul Kodjo qui nous écrit d'Abidjan. Lui il dit la diaspora a des expériences dans certains domaines de la vie. Moi je pense que la diaspora peut créer des ONG en utilisant les locaux comme main d'œuvre pour la maîtrise du terrain national. Nous avons également John Olito à Yaoundé au Cameroun. La diaspora dans tous les domaines est très importante du fait qu'elle apporte des nouveautés au pays d'origine lors de son séjour. Elle apporte de l'innovation dans tous les secteurs, des fois un peu de tâtonnement dans la politique, car ne connaissant pas exactement le niveau ou la politique du pays. Ce que nous attendons de la diaspora de la RD Congo, ce n'est pas les billets verts, mais l'expertise acquise pour développer notre pays. Merci pour vos nombreux commentaires. On se retrouve dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. Vous et nous, part 2. Voilà, nous sommes toujours ici au National Harbor, au MGM, ici dans le Maryland où nous filmons cette émission aujourd'hui parce que commence à faire beau ici à Washington, donc on est dehors. Et voilà, donc vous et nous, part 2, comme d'habitude, c'est anglais avec Michel Joseph dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Les canaris sont des petits oiseaux tout jaunes. Canary in a coal mine, un canari dans une mine de charbon. Pourquoi ces oiseaux adorables se trouveraient-ils dans une mine de charbon? Essayons de comprendre. Did you hear about Sarah? The boss took her to dinner and then fired her the next day. The same thing happened to Jason. The boss took him to dinner and then fired him. Dinner with the boss is like a canary in a coal mine. Si un canari respire des gaz toxiques, il devient malade et meurt encore plus rapidement qu'un être humain. Au siècle dernier, les mineurs emmenaient des canaris en cage avec eux dans les mines de charbon et si les canaris mouraient, ils savaient que l'air était toxique et bien sûr sortaient immédiatement pour ne pas subir le même sort. Donc on se sert de l'expression « canary in a coal mine » comme un avertissement. En d'autres mots, be careful, faites attention.
It's a canary in a coal mine. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voaafrique. Place à présent à notre rubrique Actualité. Didi Stone vient de signer un contrat dans une grande agence de mannequins. Il s'agit de la prestigieuse Elite Model en France. La fille de Koffi Olomide est donc au sommet de son art. C'est sur sa page Instagram que l'artiste a fait part de cette nouvelle à ses près d'1 million d'abonnés. Ainsi, en légende d'une courte vidéo, elle a dit donc ceci: toujours croire en ses rêves. Je me rappelle encore de la petite Didi Stone de 14-15 ans qui doutait d'elle-même et qui rêvait d'être signée dans l'une de ces prestigieuses agences de mannequins. Aujourd'hui, c'est fait. Très fière de rejoindre la famille Elite Model World. On ne peut que la féliciter et lui souhaiter une longue vie dans cette carrière de mannequinat. Toujours dans l'actu, le mur d'une maison du quartier Torogoso-Bougou s'anime brusquement d'une image en noir et blanc. Oui, dans la nuit, la projection privée commence à Bamako. Et le silence se fait quand apparaît en grandes lettres le nom du film Sigui, du nom d'une cérémonie bicentenaire de l'ethnie Dogon dans le centre du Mali. Le film retrace les 7 ans de ce rite animiste entre 1967 et 1974. Jamais personne n'a eu l'autorisation des Dogons de filmer le Sigui, sauf Jean Rouch, ethnographe et cinéaste français. Ces quelques 140 films, dont beaucoup inachevés, ont majoritairement été tournés au Sahel et dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, au Niger principalement, mais aussi au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire ou au Ghana. En France, comme au Sahel, peu connaissent l'œuvre du cinéaste devenu réalisateur de 1917 à 2004, mais son nom est étroitement associé à l'essor du cinéma dans la région et son parcours est au cœur de la mémoire des traditions locales, comme j'aime bien le dire. Bravo à l'artiste. Voilà, en parlant toujours des artistes, l'artiste sénégalais de renommée internationale, Omar Ba, travaille sur sa prochaine série de peinture de son atelier situé en périphérie de la capitale, Dakar. Bien qu'il ait des thèmes précis en tête, il laisse également une place à l'imagination et à la spontanéité. Parmi les nouvelles œuvres figurent aussi 6 portraits engagés qui relatent la situation politique en Afrique. Dili Diko fait le récit. Omar Ba est un artiste sénégalais de renommée internationale. Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé, il se trouvait aux États-Unis, mais il a décidé de rentrer au Sénégal pour être proche de sa famille et de ses amis. Après avoir vu les conséquences de la pandémie sur ses compatriotes et les violentes manifestations qui ont pris place dans le pays, il a commencé à travailler sur une nouvelle série de tableaux qui combineront politique, pandémie et art. C'est pas juste pour peindre, c'est pour parler des choses que j'arrive pas à dire à haute voix. Donc j'essaie de le dire dans ma peinture. Donc je me retrouve dans cette jeunesse qui est sortie récemment dans la rue. Et j'étais en train de dire en fait ce que cette jeunesse fait, ou bien ils ont fait récemment dans la rue en faisant ces manifestations, en revendiquant leurs droits. Moi j'essaie de faire ça dans ma peinture. Sa dernière collection intitulée Anomalie est actuellement exposée dans une galerie à Bruxelles. 6 des 12 peintures dans cette série sont des représentations de chefs d'État africains. Ces œuvres critiquent les hommes politiques qui n'hésitent pas à changer leur constitution pour rester au pouvoir. Aucune figure politique n'est explicitement identifiée sur les tableaux. Une fois qu'ils sont élus, dès qu'ils séjournent en Europe ou en Amérique pour leur premier voyage, à leur retour, ils changent complètement de discours. C'est-à-dire, le discours qu'ils avaient pendant les élections ou pendant la campagne électorale, ce n'est pas les mêmes discours qu'on retrouve une fois qu'ils sont élus. Et puis j'ai essayé de parler de ça. C'est pourquoi j'ai intitulé cette exposition Anomalie. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais craignent que le président Macky Sall se présente pour un 3e mandat. Pour en parler, Ba travaille sur sa prochaine série de peintures qui sera bien plus critique et explicite.
Je me disais que si je mets des personnages, si je mets des figures, qu'on puisse les reconnaître, ça allait peut-être limiter mon discours sur cette personne-là ou sur juste un individu. Voilà. Mais je pense que de plus en plus, je trouve le besoin actuellement de le dire. Voilà. Maintenant, ici, dans ces prochaines œuvres que je vais faire, si je dois définir des personnages, je mettrai Macky Sall. Voilà, c'est parce que vu ce qui s'est passé à Dakar, où j'étais témoin, où j'ai pu prendre des photos, j'ai vu ce qui s'est passé dans le temps présent. Donc là, il n'y a pas de détour. Omar Ba a commencé sa carrière en peignant de l'abstrait. Mais petit à petit, il s'est tourné vers le figuratif en abordant des thèmes tels que la dictature, la corruption et la violence. Aujourd'hui, cet artiste engagé ne se voit pas faire de l'art sans message et sans portée. Merci à Omar Ba pour ses nombreuses œuvres. On espère pouvoir les voir très prochainement. Direction à présent le Zimbabwe où de nombreux artistes sont à l'agonie, notamment les musiciens, car suite au coronavirus, les autorités ont dû suspendre les concerts, les festivals et bien d'autres choses liées à la musique. Certains musiciens à l'agonie se sont tournés vers l'agriculture. Pour en savoir plus, voyez donc ce reportage dont le récit est de John Lindon. Diana Zamgange Nyazema est une musicienne de renom qui accumule les distinctions et qui s'est souvent produite au Zimbabwe et dans d'autres pays africains. Mais elle se trouve dans cette ferme, à environ 1 heure de route à l'ouest de